Bonjour à tous, bonjour étudiants du groupe L'Entraide des étudiants en droit. Je m'appelle Mickaël Benilouche et comme je m'y étais engagé sur ce même groupe, je vais essayer de vous donner quelques conseils, des conseils en vue de la révision de vos partiels. Alors, ces conseils vont être des conseils tout simplement qui vont être des conseils pragmatiques. Ce sont mes propres conseils. Je vais un petit peu vous expliquer en quelques instants qui je suis pour tout simplement que vous puissiez mieux réussir en tout cas ces partiels qui s'annoncent, si j'ai bien compris, surtout en début de semaine prochaine. Alors, moi je m'appelle Mickaël Benilouche, je suis maître de conférence des universités, je suis également directeur des études de Subbarreau, j'ai enseigné dans différents cadres universitaires, je suis d'ailleurs auteur de chroniques d'un maître de conférence. Donc j'enseigne dans différents cadres universitaires, dans différentes universités, que ce soit à Paris comme en province. Là, je suis en poste à Amiens. Et donc je vais vous prodiguer quelques conseils parce que souvent ces conseils, on ne peut les donner qu'après les examens par rapport aux étudiants qui n'ont pas réussi. Et là, toute l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose d'utile pour les étudiants de ce groupe. Je remercie également les étudiants qui m'ont soutenu dans cette initiative et qui gentiment dès ce matin ont fait monter la pression en me signalant que c'était, selon eux, un record du monde, ce qui fait un petit peu peur, d'un Facebook Live qui serait organisé avec autant de personnes sur ce groupe L'Entraide des étudiants en droit. Voilà. Alors je vais vous donner quelques conseils, mais bien évidemment, je vais avancer pas à pas parce qu'il me semble quand même que l'essentiel serait que l'on puisse échanger autour justement de vos révisions et de vos propres expériences pour essayer justement de traiter un certain nombre d'aspects comme le stress, comme également le fait de savoir comment on va simplement travailler autour d'une journée de travail. J'ai avec moi donc un certain nombre de documents, simplement pour vous donner quelques indications. Je vais essayer de le faire donc pas à pas. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein, ça s'affiche devant moi, pour que je puisse y répondre. Alors, tout d'abord, pendant cette période de révision, on voit fleurir, sur les réseaux notamment, un certain nombre de conseils, je ne sais pas exactement de qui ça émane, qui sont absolument pourris. Et ces conseils tout pourris, il faut absolument et impérativement les écarter. Ces conseils, c'est rogner sur les phases de sommeil et rogner également sur le fait de manger. Hein, voilà, plutôt que de manger et de se poser à table à l'heure du déjeuner ou le soir, vous prenez simplement une barre de céréales avant d'aller au lit. Non, c'est absolument stupide. Il faut que vous puissiez également faire en sorte que régulièrement, en tout cas, vous ayez des phases de sommeil qui vous correspondent. Là-dessus, il faut avoir un certain rythme, mais également que vous mangiez régulièrement. C'est pas le moment de se sous-alimenter, de ne pas dormir. Alors, je sais, on va vous conseiller quelques médicaments pour aller avec, de carburer à 25 litres de café par jour et de prendre du guronzan en outrance. Je vous déconseille ces différents aspects. Vous ne serez pas, dans ce cas-là, dans un état normal le jour de l'examen. Et ça, le fait de ne pas être dans un état normal va justement générer du stress, de la fatigue supplémentaire. N'oubliez pas que vous avez, pour la grande majorité d'entre vous, de nombreuses épreuves à suivre les unes après les autres. Que quand on a une épreuve, ne serait-ce qu'une épreuve de 3 heures, cette épreuve-là, elle est éprouvante physiquement. Donc, il faut s'y préparer également. Alors, comment est-ce qu'on s'y prépare? On va s'y préparer tout simplement en essayant de faire en sorte d'avoir un rythme qui est un rythme régulier. Certes, quand on va avoir ces examens, le mieux, ça va être de ne pas et de ne surtout pas, pendant la période d'examen, faire en sorte de sortir trop. Pareil, l'alcoolisation ou éventuellement, mais c'est interdit par la loi, donc ça ne concerne personne dans ce groupe-là, la prise de produits stupéfiants est fortement déconseillée pendant cette période. Il faut avoir une hygiène de vie qui est une hygiène de vie qui ici vous correspond. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions déjà, notamment par rapport aux différentes heures de pause et la façon dont on révise. Alors, la façon dont on révise, en fait, il faut organiser son travail selon un calendrier de travail. Ce calendrier de travail, alors si vous êtes comme moi, ce calendrier de travail, à mon avis, il faut le diviser, il faut en faire deux différents. Le premier, extrêmement optimiste, est celui, Leslie, où vous avez justement véritablement occupé toutes les plages horaires de tous les jours. Tous les jours, vous vous mettez au travail à 8 heures et vous finissez à 22 heures. Et à la fin, vous vous dites, super, je vais réussir. Alors,
pour ma part, c'est quelque chose qui est absolument, totalement, ici, dogmatique, qui n'arrive jamais. Ce qui va se passer, c'est que vous avez normalement, vous devez prévoir des phases de décompression. Vous avez tous et toutes une possibilité, toute possibilité de faire en sorte d'adapter ce calendrier et de l'adapter aux circonstances. Vous avez certainement un hobby, vous avez certainement une passion dans la vie. Il faut que vous conserviez ce hobby, cette passion. Ça peut être par exemple d'aller jouer à la pétanque, ça peut être d'aller à la piscine, ça peut être aussi de regarder les Ch'tis ou les Marseillais, ça peut être enfin de regarder Jérém Star. Bref, ici, on a tous et toutes un hobby. Ce hobby, ne le lâchez pas, vous allez lui consacrer un petit peu moins de temps, mais il vous faut, pendant ce temps, de la détente. Il va falloir vous détendre et essayer d'évacuer un certain nombre d'éléments. C'est très bon ça pour la fatigue. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On essaie de s'écouter, c'est-à-dire on organise son temps et on prévoit des plages horaires qui sont des plages horaires de travail. Pour ma part, je suis un oiseau de nuit, ce qui signifie que je travaille mieux la nuit. Pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, et notamment parmi ceux-ci, c'est qu'en journée, en raison de différentes sollicitations, eh bien, je suis conduit à être interrompu fréquemment. Donc pour ma part, je vais travailler davantage la nuit. Et je vais organiser ma journée autour justement de mes obligations, autour d'un certain nombre de loisirs. Par exemple, il y a une phase horaire durant laquelle je ne supporte pas de travailler, et c'était le cas déjà lorsque j'étais étudiant, c'est la phase horaire 7h du matin, 10h du matin. J'aime pas du tout cette phase horaire. Par contre, je peux être conduit à travailler la nuit jusqu'à relativement tard, ça ne me dérange pas, mais avant ça, par exemple, je vais aller faire en sorte que je vais regarder un film ou je vais regarder une série. Après, tout dépend et de ce que je souhaite, et également de mes prédispositions sur une matière. Et ça, on va y revenir, la façon dont on travaille une matière, dont on la travaille en amont. Donc, de ce point de vue-là, il faut se ménager du temps. En plus de ça, j'indique, et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut faire à la fois un calendrier prévisionnel et un calendrier effectif. Le calendrier effectif, c'est ce que vous avez effectivement fait, c'est qu'il faut être capable de s'écouter, pas trop, mais de s'écouter tout de même. Il peut arriver qu'un matin, vous vous leviez, vous soyez malade, vous ayez un grand mal de tête, ou vous n'êtes pas bien, et vous savez très bien que vous allez travailler ici dans le vide, que ça ne va pas fonctionner. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Vous prenez une demi-journée, vous prenez 1 heure ou 2 heures, et vous faites quelque chose qui vous plaît. Ce peut être d'aller faire les boutiques, ce peut être de prendre un café avec un ami, et ce peut être ici également de dormir davantage. Alors, autre question, comment faire pour ceux qui ont besoin de beaucoup de sommeil ? Si vous avez besoin de beaucoup de sommeil, Marlon, il faut vous écouter. Pas trop non plus, mais il faut vous écouter. C'est-à-dire que concrètement, vous allez organiser votre travail de façon à laisser en place des plages de sommeil. Alors, de ce point de vue-là, je ne suis pas médecin, bien évidemment, donc je ne vais pas vous donner de conseils particuliers. À mon sens, vous dormez correctement, 8 heures ou jusqu'à 9 heures par nuit, et vous organisez un certain nombre de siestes au cours de la journée. Vous allez en organiser une juste après le déjeuner ou au cœur de l'après-midi. Ça va vous permettre de renforcer véritablement vos capacités, qui vont être vos capacités intellectuelles. Vous me le dites bien, vous avez besoin de beaucoup de sommeil, ce n'est pas simplement une envie, et dans ce cas-là, vous faites ça. Autre solution pour ce type de personnes, c'est-à-dire que vous allez faire des phases de sommeil relativement courtes, des phases de sommeil de 7-8 heures, et puis tous les 2-3 jours, vous faites une récupération. On n'est pas égaux face au sommeil. Alors par exemple, sur ce groupe, un autre maître de conférence qui régulièrement intervient, Daniel Baird, ici, reconnaît également des difficultés de sommeil. Quand on connaît des difficultés de sommeil, quand on peut dormir 5 heures par exemple par nuit, dans ce cas-là, on n'est pas égal par rapport à quelqu'un qui a besoin de 8 heures de sommeil. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres questions qui m'ont été posées. L'organisation d'une journée type. Alors, comme vous le voyez, pour ma part, l'organisation d'une journée type s'organise autour des pauses café. C'est-à-dire que concrètement, la première chose que je vais faire lorsque j'ai ma feuille blanche, c'est de me dire, voilà, il va falloir faire en sorte que on a des pauses café régulières. La pause café du réveil, la pause café de 10h30 et la pause café de midi pour ma part. Et dans une telle hypothèse, je vais tronçonner mes révisions en petites sessions qui vont être des sessions de 2 heures. 2 heures le matin, juste après mon café, 2 heures ici en milieu de matinée, et puis par la suite l'heure du déjeuner, et ensuite je vais continuer à enchaîner. L'idée, c'est quoi ? C'est que lorsque vous ressentez un certain nombre d'éléments que vous m'indiquez ici, c'est-à-dire le fait que vous avez l'impression de ne plus rien apprendre. Si vous avez l'impression de ne plus rien apprendre, c'est à mon sens que vous êtes en train simplement de saturer. Si vous saturez, ça veut dire qu'il va falloir passer à autre chose. Pour ma part, par exemple, lorsque j'ai 3-4 matières à réviser,
Je ne vais pas tout réviser d'une matière, puis l'autre, puis la dernière. Je vais essayer de panacher un petit peu. Surtout si dans ces matières, il y en a certaines que je n'aime pas du tout. Alors, si j'aime pas une matière du tout, justement, je vais essayer de la travailler un petit peu. Et par la suite, je vais privilégier, c'est que les autres matières, ça va me faire un exercice intellectuel. Si plus rien ne rentre, si vous êtes fatigué encore après les siestes et ainsi de suite, c'est qu'il faut que vous organisiez un petit peu différemment. Pour certains, les siestes sont inefficaces. Dans ce cas-là, n'en faites pas. Les gens qui vous donnent des conseils, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon conseil, c'est un conseil qui vous parle. Alors, comment utiliser ces types de conseils? Il faut tester. Tester une journée avec une petite sieste. Attention, une sieste. Alors, ça, de ce point de vue-là, je vais vous renvoyer comme ça un certain nombre de sources, parce qu'à mon sens, ces sources sont importantes. Parmi les sources que je peux vous conseiller, c'est d'être attentif à la page de Wissam Englazli, qui, justement, dans Chronique d'un élève avocat, développe justement ce type d'idée de sieste. Pour sa part, il chiffre ses siestes, je crois, à 17 minutes. En fait, on est totalement indépendant par rapport à ce type d'organisation-là. Moi, ma sieste, elle est plutôt en fin d'après-midi. C'est vraiment un moment où je vais m'assoupir 5 minutes. Et je dois avouer que la télé-réalité, de ce point de vue-là, il est magnifique pour faire ce type d'hypothèse. Vous me demandez ensuite s'il est possible de bien apprendre une dizaine de matières en un mois. Bien, non. De bachoter, oui, c'est parfaitement possible. Alors, on va bachoter, comment? On va organiser son travail. Là, Sophia, c'est une façon de procéder, c'est une technique commando que vous me demandez. Vous avez une dizaine de matières, vous avez un mois. On va hiérarchiser. Moi, je vais hiérarchiser dans ce cas-là par rapport aux coefficients. Les gros coefficients, un point dans un gros coefficient, ça vaut 2 points dans un mauvais coefficient. Donc, l'idée, de façon générale, va être de faire quoi? C'est que, à mon avis, on va faire en sorte que les grosses matières, celles affectées d'un coefficient qui est un coefficient très important, ces grosses matières, on va la travailler davantage. On va faire en sorte de panacher. 2 fois plus, on travaillera 2 fois plus les grosses matières et un petit peu moins les petites matières. Pour les petites matières, vous avez bien évidemment ici la possibilité de bachoter, c'est-à-dire de lire au dernier moment. Alors voilà, un invité surprise, c'est-à-dire mon chat, qui est magnifique, qui est une star, et qui veut également profiter de ça. Vous trouvez, donc par rapport à ces petites matières, l'idée peut être, la veille de la petite matière, ou l'avant-veille, de venir et de ne travailler que cette matière sur une phase de temps qui est une phase de temps terriblement courte, pour essayer de s'y plonger. Mais pour les grosses matières, il faut absolument ici travailler de ce point de vue-là. Effectivement, Wissam, il a une page Facebook et vous avez également une page Facebook de Chronique d'un élève avocat si vous voulez voir justement ces différents conseils. Oui, ne vous inquiétez pas, hein, le chat va revenir. Si on a les mêmes coefficients pour toutes les matières et vous avez une dizaine de matières à la fois, Dany, ça me paraît surprenant, mais bon. Si on a une dizaine de matières à venir de ce point de vue-là, l'idée de l'organisation, lorsqu'on est organisé sur les mêmes coefficients, va être de privilégier les matières dans lesquelles vous allez être à l'aise par rapport aux autres et d'essayer de jouer sur les différentes formes de compensation et d'essayer de s'en sortir. Après, il y a beaucoup d'aspects qui viennent par rapport au plaisir. Ce qu'il faut que vous sachiez, je sais qu'il y a des étudiants dès la première année ici, plus vous allez avancer, plus vous allez faire de matières qui sont des matières qui vont vous plaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il va falloir que vous le preniez en ligne de compte. N'abandonnez pas. Vous avez une matière qui ne vous plaît pas en première année, mais pour ma part, il y avait tellement de matières que je détestais encore en deuxième ou troisième année. C'était absolument abominable. Bon, alors, lorsque l'on a une matière qui ne vous plaît pas, la travailler peut être délicat. Là, je vous incite à vérifier les sources à partir desquelles vous travaillez. Un exemple type, c'est quoi? Ce sont les vidéos qui sont effectuées par Jurixio. De mon temps, alors je sais, on parle de l'ancien temps maintenant, mais de mon temps, il n'y avait pas du tout ce type de format. Là, vous avez un format avec une vidéo, une courte vidéo sur YouTube. Cette courte vidéo va vous permettre, sur une notion, d'approfondir. C'est une source importante. Autre façon de travailler. Vous avez, dans tous les panels de fascicules de manuels, moi je vous incite à un moment donné à aller feuilleter un petit peu les choses nouvelles qui se déroulent. Notamment, par exemple, quand vous prenez une lexifiche. Moi, j'aime beaucoup les lexifiches. Pourquoi? Alors, j'écris dans les lexifiches, il n'y a pas de suspense là-dessus. Si j'y écris, c'est que je crois au concept. La lexifiche vous permet d'avoir une première vue
Et en ayant une première vue sur une matière, ça permet d'y trouver un intérêt à proprement parler. Le droit administratif, par exemple, je ne suis pas certain que tout le monde adore le droit administratif. Alors, hélas, c'est l'exemple qui m'est venu. Quand on a du droit administratif, moi j'ai eu d'excellents profs en droit administratif, une des façons de découvrir la matière, ce peut être par un des aspects du cours que vous trouvez sympathique. Alors en l'occurrence, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le lancer de nains. Le lancer de nains va nous permettre de travailler par la suite les composantes de l'ordre public. Quand on parle de l'ordre public, on en arrive assez facilement à la police administrative, et ainsi de suite. Voilà ce qu'il en est de façon générale. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'espère que j'y réponds au fur et à mesure, parce que toute l'idée ici de cet échange, c'est justement d'apporter vos questions et de répondre à vos questions. Effectivement, il y a deux techniques, et là on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, Marlon. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le bachotage, c'est quelque chose d'absolument essentiel et indispensable. Ils ne savent pas apprendre différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du bachotage, vous allez pouvoir retenir pour l'examen, mais après, ça va s'évacuer beaucoup plus rapidement de votre cerveau. Si vous avez travaillé de façon régulière tout au long du semestre, par contre, ça va rester et vont être gardés les fondamentaux. Alors il y a des techniques quand même, quand on révise une matière, pour garder des séquelles de ça. Ça, il faut que vous vous connaissiez. Alors je développe ce type de technique dans Chronique d'un maître de conférence parce que ce sont des techniques dont on ne parle jamais en cours. On peut avoir deux types de mémoire à mon sens. La première mémoire, c'est la mémoire visuelle. Je retiens ce que je vois. Je retiens ce que je vois dans ce cas-là, et là je sais que c'est une extrême majorité d'entre vous. L'idée, c'est de faire des fiches. Faites beaucoup de fiches, parce que les fiches vous permettent de revoir le cours que vous avez déjà lu et de le relire au fur et à mesure. Autre type de mémoire, alors soit à la place, soit en plus, l'autre type de mémoire, c'est aussi la mémoire auditive. On retient ce que l'on entend. Vous devez bien vous en rendre compte ici de type de mémoire que vous connaissez. Est-ce que vous retenez plus quand vous voyez une image? Est-ce que vous retenez plus quand vous entendez? La difficulté quand c'est une mémoire auditive comme moi, c'est qu'il va falloir, pour retenir quelque chose, parler à haute voix. Et là-dessus, j'insiste ceux d'entre vous qui me croisent dans le train, dans le métro, qui me croisent parfois dans des couloirs et qui me voient parler tout seul. Je suis simplement en train de me réciter un cours ou une intervention, un colloque, pour pouvoir la retenir par cœur. C'est l'idée de façon générale. Et ça suppose simplement de tester les différents aspects. Donc quand vous révisez, il faut avoir un support à proprement parler. Et puis surtout, il faut choisir de façon, on va dire, rigoureuse, sa base de révision. Là, c'est un point difficile, parce que sa base de révision, oui, ce peut être le cours du prof. Mais quelle est la source du cours du prof? Est-ce que véritablement vous savez bien prendre les notes? Quand j'étais étudiant en deuxième année, ça m'a conduit quand même à la session de septembre, donc à la deuxième session, très stressante. Quand j'étais en deuxième année, ma façon de prendre les notes de cours, c'était de ne pas noter les arrêts. Je me disais, je vais noter la solution, noter l'arrêt ne sert à rien. Je peux vous dire que ça a produit des effets qui étaient calamiteux en droit administratif. Bon. Et donc, l'idée de façon générale, c'est d'essayer d'avoir un support qui est approfondi. Est-ce que le prof vous conseille un support? Et puis après, de voir, vous voyez, dernièrement, il y a beaucoup de manuels, de voir justement avec quel manuel vous êtes supposé, vous êtes à l'aise. Chacun a ses manuels de prédilection. Les manuels que pour ma part je rédige sont des manuels qui vont manier comme ça des exercices pratiques et également des connaissances théoriques. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, la mise en pratique permet de comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement approfondi. L'idée de façon générale, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte d'avoir un manuel ou un cours que vous allez lire, travailler et retravailler. Et lire, travailler et retravailler, lorsque on a un examen, il faut, ici, penser à quelque chose, c'est que vous allez avoir un ami, votre meilleur ami lors de l'examen, c'est, si c'est autorisé bien évidemment, votre code. Essayez de repérer dans le code si les informations dont vous avez besoin figurent dans le code. Il ne sert à rien d'apprendre une liste d'arrêts par cœur si vous retrouvez ces arrêts dans le code. Mais encore faut-il feuilleter les arrêts. Donc votre code, finalement, c'est votre meilleur ami. Puisque, bien au-delà de n'importe qui, lui, il peut vous accompagner lors de l'examen. Donc c'est beaucoup plus fort ici. Alors non, Morgane, c'est pas uniquement pour Dalloz. Si je me pousse un petit peu, il y a LGDJ, et tout en bas, d'ailleurs je vais les sortir, il y a également LexisNexis, là derrière mon coude, il y a LexisNexis. Donc de ce point de vue-là, simplement, je suis accolé à ma bibliothèque. Donc voilà ce qu'il en est. La prochaine fois, promis, je changerai d'angle et je mettrai d'autres types de produits.
Alors oui, Leslie, je veux bien que vous résumiez les différents types de questions qui ont été posées. Simplement, la raison pour laquelle j'apparais avec un certain nombre de produits et j'évoque avec vous un certain nombre d'aspects, donc Jurixio, Coach Wissam également, c'est parce qu'à mon sens, c'est quelque chose auquel je crois. Et donc, c'est pas du placement de produits à proprement parler. Par contre, c'est vrai que, à mon sens, je trouve que quand même, il manque un certain nombre de conseils pédagogiques qui peuvent être fournis au départ. Un étudiant en première année arrive à la fac, il se retrouve confronté face à quoi? Face à une très grande liberté, et cette grande liberté, on ne sait pas comment la manier. Donc c'est également délicat. Alors, des conseils sur la concentration. Alors oui, j'en ai certains, ils sont un petit peu particuliers. Il faut que vous testiez un certain nombre d'éléments. Pour certains, c'est le silence absolu. Pour d'autres, c'est aller en bibliothèque. Alors, pour ma part, enfin, c'est pas que je ne supporte pas. J'aime beaucoup aller en bibliothèque, mais c'est certainement pas pour travailler. C'est pas pour travailler la bibliothèque parce que déjà d'une, on est interrompu de façon systématique par des camarades qu'on n'a pas vus depuis longtemps. L'œil est attiré par telle ou telle personne, tel ou tel bruit, et ainsi de suite. Et pour ma part, quand j'allais travailler en bibliothèque, je finissais rapidement à prendre un café, une bière, à aller déjeuner dès 11h du matin jusqu'à 16h, et à aller de façon ici peu concentrée. Donc à mon sens, il faut travailler dans un lieu qu'on connaît, qui nous est familier, un lieu où on n'est pas dérangé, et donc de trouver un endroit. Si c'est une bibliothèque, les bibliothèques municipales parfois sont mieux, parce que justement on n'y connaît personne, et on peut se réfugier dans un coin. Alors vous me dites, qu'est-ce qui se passe dans un cours magistral lorsque ici l'amphi est agité? Alors là, je ne peux pas trop vous répondre. Moi, j'ai des étudiants qui sont absolument choubidous en amphi. De ce point de vue-là, essayez peut-être de vous mettre dans les premiers rangs. Ne faites pas la police vous-même, ça va vous attirer des ennuis. Mais c'est un élément qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que concrètement, le cours d'amphi, il faut pouvoir s'y concentrer le cas échéant, mais ne faites pas la police vous-même. C'est un point qui est un point important. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui reviennent par rapport au fait d'avoir fait une année blanche et après intégrer un master. Je sais que par rapport au master, c'est un stress qui est susceptible d'exister. S'agissant des masters, il faut optimiser ses chances. Comment? En développant un beau CV. Alors, est-ce que vous avez justement, au sein de l'université, des conseils qui vous sont prodigués par rapport au fait de présenter un CV? Je pense que ça pourrait être un certain nombre d'aspects intéressants. On pourrait demander à Morgane Chervet, par exemple, de faire une... ça paraît inutile, mais alors je vous dis concrètement, de l'autre côté, c'est quelque chose d'essentiel. Un beau CV est un CV qui va se retenir. Votre année sabbatique, vous l'avez déjà, dans la question que vous posez, n'y voyez rien d'agressif. J'ai un franc-parler qui ici m'attire parfois quelques ennuis, mais vous avez pris une année sabbatique, déjà vous le présentez mal. L'idée, c'est qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année. Et quel que soit ce que vous avez fait, je suis sûr que c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire présentez-la de façon, on va dire mieux, plutôt qu'une année sabbatique, parlez d'une année de césure. Cette année de césure vous a permis de, et après vous répondez à cela. Et justement, dans une lettre de motivation et dans un CV, c'est quelque chose qui s'optimise. Ça peut permettre aussi, même si on a fait un travail qui peut paraître un travail rébarbatif, un travail peu intéressant, de découvrir le monde du travail, à proprement parler. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant à mettre en exergue. Il faut que vous compreniez ça. Il faut, dans les différentes professions, que ce soit la profession d'avocat, que ce soit également dans les masters, intégrer un certain nombre de personnes qui ont des profils qui sont des profils un peu différents. Et ces profils un peu différents, c'est en prenant des gens qui sortent d'années de césure, des gens qui ont connu le monde du travail, parce qu'après, dans le cadre d'un master, ça permet véritablement de faire un certain nombre d'aspects homogènes. Ces aspects homogènes, c'est quoi? C'est véritablement de valoriser les acquis qui sont des acquis à proprement parler. Alors, les conseils du coach Wissam, alors c'est pas Wiz Sam, c'est Wissam, en un mot. Il y a une page Facebook qui est dédiée. Il faudra l'inciter justement à faire des vidéos sur YouTube. On a fait avec Wissam également un café débat qui est sur ma propre chaîne YouTube également. Qui a été filmé, enregistré par le biais d'un Facebook Live et que par la suite j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Il y fournit quelques conseils. Il travaille au sein de la structure Subbaro, mais il prodigue également un certain nombre de conseils. Son ouvrage Chronique d'un élève avocat, je pense, s'adresse à tous les étudiants. Il développe un certain nombre de techniques. Alors toujours sur la concentration, pour essayer de terminer autour de ce thème-là, il y a aussi un aspect qui est un aspect essentiel que moi je constate. Il y a quelques années,
Alors ça peut surprendre peut-être mes étudiants. J'ai eu toute une période, on va dire 2 3 ans, pendant lesquels véritablement, d'une part, je prenais moins de plaisir en cours, je trouvais les étudiants qui étaient des étudiants qui n'étaient pas attentifs, et en plus de prendre moins de plaisir en cours, les étudiants, je n'arrêtais pas ici de faire des remarques disciplinaires en raison de l'utilisation de leur téléphone portable. Et ce qui s'est passé, c'est sur les conseils d'une personne très avisée, hein, en l'occurrence Justine ici, qui me prodigue ce type de conseils. Elle m'a demandé simplement de les laisser tranquilles. La société, elle a complètement évolué de ce point de vue-là. Alors je continue en deuxième année parce que je veux absolument qu'ils puissent se concentrer, parce que le premier semestre de deuxième année, il est absolument décisif. Mais ce que je dis aux étudiants de master, d'IEJ, aux étudiants qui sont en train de passer l'examen du CRFPA, je leur fournis un conseil, je leur impose plus de le faire. Parce que quand on essaie d'imposer quelque chose, ça ne fonctionne pas. Pour ma part, il faut que vous fassiez attention. Votre téléphone portable, c'est votre pire ennemi. Lorsque vous essayez de vous concentrer, vous allez recevoir un texto. Un texto, ici, de tel ou tel camarade qui vous propose de prendre un café. Vous allez lui répondre. Vous allez mettre à jour votre statut Facebook. Vous allez tweeter un élément. Vous allez regarder quelque chose de rigolo sur YouTube. Une vidéo d'un petit chat. Et ainsi de suite. Donc, on a comme ça, et de façon systématique, on est dérangé. Alors, comment on organise ces révisions? À mon sens, on coupe son téléphone portable, on se met en mode avion, on essaye de faire en sorte ici de se déconnecter également de l'ordinateur, c'est-à-dire que vous ne gardez pas derrière la connexion active avec Facebook ou avec Twitter, vous le savez très bien, notamment pour les adeptes de ce groupe, vous allez avoir un certain nombre de notifications et c'est quelque chose d'absolument impressionnant. Quand j'écris, par exemple, la semaine prochaine, je serai à Strasbourg pour intervenir sur le colloque sur les super-héros. Quand j'ai écrit ce colloque à proprement parler, eh bien, concrètement, il a fallu que je déconnecte tout. Bon, après, vous avez une surprise parce que vous avez un nombre de notifications qui est absolument hallucinant, mais ça ne m'a pas coupé de ma vie sociale. C'est ça que je veux vous dire. Simplement, quand je rallume mon téléphone portable ou avant de l'éteindre, j'envoie un certain nombre de messages. Par exemple, ce soir, a priori, je vais avec des amis faire un japonais illimité. Je me suis mis en mode avion, mais j'ai déterminé ça juste avant. Et après cette vidéo, je préciserai le lieu. Donc, voilà ce qu'il en est. Euh, alors là, de nouveau, beaucoup de questions. Des questions, pourquoi est-ce que est-ce un sas décisif, la L2? La L2, c'est un sas décisif à mon sens parce qu'un miracle doit se passer en fin de L2. Ce miracle, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est de vous dire, vous allez devenir publiciste ou privatiste. Comme si, comme si par la suite, dans la vie professionnelle, ça pouvait avoir une signification. Mais cette signification à l'université, elle est lourde de sens. En choisissant une voie et pas l'autre, on se ferme les autres. Alors il y a un jeu que jouent les enseignants. C'est un jeu de dupe, c'est-à-dire de dire, voilà, pour les enseignants privatistes, le droit privé, c'est trop sympa, regardez, c'est là où il y a le plus d'étudiants. Et pour les publicistes, de dire, regardez, le droit public, il faut le faire. Pourquoi? Parce que le droit public, c'est un droit qui est beaucoup plus élitiste et il y a plus de débouchés. En réalité, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous faites des études en droit qui sont des études longues et difficiles. Si vous faites ces études, c'est bien pour la suite pour avoir un métier qui, un, va être quand même relativement rémunérateur, on vit dans cette société-là, et deux aussi, doit vous plaire. Donc, il faut suivre ses goûts. Et le problème, c'est que dès la deuxième année, on commence à vous demander votre avis. Alors, comment choisir, par exemple, à Amiens, comme dans d'autres facs, de prendre le TD de finances publiques ou le TD de droit pénal? Ce qu'il y a de bien, par exemple, dans mon université, c'est que je travaille en bonne intelligence avec l'enseignante de finances publiques, ce qui fait qu'on peut se permettre un certain nombre de traits d'humour pour essayer de guider les étudiants sans forcer leur choix. Parce que ça, c'est terrible. Quand vous avez un étudiant qui vient et qui vous dit, monsieur, voilà, je postule pour tel M2, mais j'ai fait un cursus qui est complètement différent, c'est très difficile de se réorienter. Donc le début de la L2, là où il est décisif, c'est qu'il faut être attentif à la fois pour ne pas lâcher, également pour essayer de faire en sorte que c'est quelque chose on va dire, de très délicat, et puis aussi parfois, le tubulaire, le SAS qui existe entre la L1 et la L2 est mal fait. Parfois, vous finissez la L1 en n'ayant fait que des cas pratiques, vous commencez la L2, on vous dit bonjour, il faut que désormais vous sachiez faire un commentaire d'arrêt. Et par la suite, dans la vie professionnelle, on se demande vraiment ce qu'il en est. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette L2 qui, à mon sens, est décisif. La difficulté, si je m'en rends bien compte, j'ai du mal à répondre de façon courte aux différentes questions. Est-ce que le live est enregistré? Si vous le souhaitez, ce que je peux faire, c'est que par la suite le mettre sur ma chaîne YouTube. Comme ça,
ça, vous pourrez le consulter. Voilà. Je vois que Benoît Boulanger est arrivé. Bonjour Benoît, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà l'idée de façon générale, à mon sens, vu comment se professionnalisent les différents examens, il faudrait réfléchir très en amont sur le type d'exercice proposé. Alors, la candidature en M2 et le choix du master par la suite. Déjà, quand on postule, à mon sens aujourd'hui, vu la sélection qui existe, il faut postuler de façon assez large. Il faut postuler dans différents masters pour essayer de voir d'accrocher un master qui puisse vous intéresser. L'idée, c'est quoi? Moi, je me souviens... Alors, justement, je vais partir d'un conseil qui m'avait été donné, le conseil le plus pourri qui existe. Ce conseil absolument pourri, c'était quand je postulais pour faire du pénal. Moi, je voulais absolument faire du pénal. Et j'avais j'allais dire un ami, c'est pas un ami. Vous allez voir que à la fac, vous avez des gens. J'avais un boulet. Voilà, c'était mon boulet de vie. Il m'accompagnait partout. Il était tout le temps à mes côtés. Il avait toujours des conseils, des anecdotes complètement fausses. Hein, il était mythomane. Et il me disait, le pénal, ça ne paye pas. Moi, je vais faire quelque chose qui a trait. Alors, je me souviens plus. C'était un master. Alors qu'il était quand même, il était brillant dans ses résultats. Un master de tout pourri ici, qui concrètement lui permettait d'accéder à une sorte de niche dont on lui avait parlé à un moment donné. Alors là, c'était délicat. Pour ma part, je me suis dit, il faut que je fasse le Master 2 qui me plaît le plus, et je vais le réussir parce que je n'ai pas le choix. Et si je réussis bien, j'aurai des débouchés. C'est la même chose pour la thèse, Morgane. J'ai choisi une thèse. Quand j'ai choisi une thèse, on m'a dit, non, il est impossible avec une thèse d'avoir par la suite un poste de maître de conférence, un poste de prof. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Voilà, je me suis accroché. Ça n'a pas été un parcours facile. J'ai eu une année justement de recrutement pendant laquelle les auditions se sont mal parlées. Et puis je suis arrivé à Amiens. Et à Amiens, en raison de la fatigue, voilà, j'ai fait rire les membres du jury. Et c'est vrai que quand par la suite on m'a débriefé, on m'a dit, bon bah voilà, la difficulté c'est que par rapport aux différents membres du jury, tu as fait beaucoup rire et donc c'était quelque chose de très sympathique. Bon, bah voilà, ils sont contents de m'avoir et de me croiser à la machine à café, j'imagine, et c'est un argument comme un autre pour pouvoir être recruté. Mais je pense que quand vous avez un choix entre deux véritablement masters, il va falloir essayer de privilégier le master qui vous plaît le plus et d'essayer de l'intégrer. Comment on présente les choses? Déjà, on fait relire, il faut expurger son dossier de toute forme de faute d'orthographe, de faute de syntaxe et ainsi de suite. Pour le CV, il y a des gens qui vous conseillent relativement bien le CV. Alors à nouveau, je fais un clin d'œil à Morgane pour que, outre ces vidéos pédagogiques qui sont très bien sur les commentaires d'arrêt, sur également les cas pratiques, alors bien évidemment, dès que moi je trouve quelque chose qui est bien, qui est de qualité, je vais aller le partager sur ma page Facebook Chronique d'un maître de conférence, parce que je pense que d'un point de vue pédagogique, on peut renforcer les différents aspects. Sur ma page YouTube, j'ai également partagé une vidéo sur la recherche en doctrine, pour aller plus vite de ce point de vue-là. Et donc l'idée, c'est de façon générale de passer à ce différent type d'exercice. La vidéo serait aujourd'hui trop longue si je m'essayais à de la méthodologie, mais si vous le souhaitez par la suite, je vous proposerai une méthodologie. Alors ça ne fait pas double emploi, parce que ce sont des méthodologies que je vous proposerai en live, une méthodologie par exemple du cas pratique ou du commentaire par la suite. Ensuite, vous me parlez beaucoup de l'été. Alors, on attend tous avec impatience cet été. On va, d'abord, première chose, pendant l'été, on décroche. On décroche. Une semaine, 2 semaines, on décroche. Même si on estime ne pas le mériter, au contraire. On va décrocher du droit, on va s'adonner à ses passions, on va aller dorer au soleil pour ceux qui aiment ça, on va aller à la montagne pour d'autres, on va visiter des endroits. L'été n'est pas fait pour travailler de façon approfondie. Après, rien n'empêche de garder un lien avec la fac. Il y a un certain nombre d'aspects qui vous permettent de réviser. Bon, les aspects qui vous permettent de réviser, privilégiez les mémentos, les lexifiches par exemple, sur les matières qui sont les matières à venir. Vous les prenez, c'est simple, c'est clair, c'est précis, vous aurez les idées claires par la suite. Pareil, de la même façon. Je m'essayerai un exercice spécifique à la procédure pénale au cours de l'année prochaine. Cet exercice, c'est simple, c'est de faire un pari, de vous expliquer la procédure pénale en 1 heure. En 1 heure, je serai capable de vous expliquer la procédure pénale. Privilégiez ce type de format. Privilégiez aussi les vidéos de Juridictio. Ce que j'aime bien, c'est que le Juridictio, c'est que vous avez un format qui est un format court. On apprend mieux quand c'est court. Et vous vous en rendez compte, même en cours, en amphi, votre attention décroche au bout d'à peu près 40 minutes. Les cours, plus ils sont longs,
plus l'attention décroche. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de pédagogues, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, vont vous citer un exemple. Les étudiants que je peux avoir en cours, par exemple, vous citez l'exemple du poney, ça les a marqués. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui avait trait à la zoophilie à un moment donné. D'autres exemples pendant lesquels vous allez avoir justement évoqué un arrêt par rapport à du sadomasochisme. Je développe un maximal exemple, très factuel, pour y parvenir. Vous avez comme ça un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui sont factuellement bons. Pendant l'été, c'est ça, on peut garder contact avec la fac, avec le droit, surtout si vous appréciez. Après, vous avez la lecture d'un certain nombre d'éléments. Si la profession universitaire vous intéresse, lisez David Lodge. Alors aujourd'hui, il faut lire également Michael Benillouche, bien évidemment. Mais David Lodge, c'est pas mal du tout. C'est très intéressant parce que David Lodge, on vous explique les méandres, les coulisses de la profession. Vous voulez être avocat, mais il y a énormément de biographies d'avocats. Vous aimez être avocat, regardez également les cafés débats que j'enregistre, une petite heure, voire 1 heure et demie d'échange avec de grands avocats, que j'ai mis également sur ma chaîne YouTube. Là, dernièrement, c'était François Saint-Pierre, c'était exceptionnel comme numéro. François Saint-Pierre, c'est lui qui a obtenu, en saisissant la CEDH, la motivation des arrêts d'assises. Dans les autres cafés débats enregistrés, il y a des échanges avec Emmanuel Daoud. Vous avez également la possibilité, on organise un numéro, c'est le 7 juin pour les Parisiens, avec Bertrand Perrier, qui a créé Eloquentia. Donc là, autour de l'éloquence, c'est quelque chose de très bien. On est allé, l'année dernière, on était à Lille, on était il y a quelques semaines également à Lyon. Ce type d'événements-là sont des événements lors desquels on peut échanger avec de grands avocats. C'est tout à fait intéressant. Il faut assister à des colloques, des conférences, ou en tout cas, voir les colloques et les conférences, vous pouvez le faire parfaitement pendant l'été. La Cour de cassation et le Conseil d'État ont des sites qui sont intéressants, avec un certain nombre de petites vidéos. Aujourd'hui, la pédagogie, elle a évolué. Bosser pendant l'été, c'est plus une injure. Et on peut bosser pendant l'été sans avoir à trimballer toute sa bibliothèque. On peut bosser pendant l'été, je vous ai dit, une lexifiche, c'est pas bien lourd. On peut bosser pendant l'été en ayant simplement une connexion Internet. C'est intéressant, c'est utile. Le droit, vous le verrez au fur et à mesure. Et le problème, c'est qu'on ne vous le dit pas. Le droit, c'est magnifique. Le droit, c'est magnifique. Et faire du droit aujourd'hui, c'est vouloir s'insérer et vouloir ici travailler dans le cadre de la société. Quand vous regardez un débat, vous avez un point de vue qui est plus éclairé parce que les problématiques qui sont abordées, l'indépendance de la justice, la réaction face au terrorisme, un certain nombre d'aspects qui ont trait à du droit budgétaire, à du droit de l'Union européenne, vous en avez une connaissance par le biais du droit. C'est ça qui est absolument essentiel. Retrouver le goût du droit, c'est-à-dire que quand on bachote, on le perd ce goût. En L1, en L2, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on ne vous demande pas votre avis. On vous impose des matières qui sont des matières difficiles. Parce qu'on ne les aime pas, souvent elles sont difficiles. Donc, à mon sens, l'idée va être véritablement, au fur et à mesure de votre cursus, de commencer à aimer le droit. Plus vous allez l'aimer, le droit, plus ça va vous être utile. Et aussi, prenez des initiatives pour développer, insérez-vous dans un milieu associatif, ça peut être tout à fait intéressant, parce que plus vous êtes intégré au milieu associatif, plus ça va vous permettre de rencontrer un certain nombre de professionnels, de tisser des liens avec des universitaires, des avocats, des magistrats, des commissaires aux comptes, des OPJ. Ça va vous permettre par la suite véritablement de toucher tous les types de métiers. Organiser des rencontres, c'est aussi quelque chose d'important. Ça, c'est un élément. Je sais qu'il y a moi, il y a également Daniel Baird qui serait partant pour faire ce type d'événement, mais l'idée de façon générale, voilà, c'est toujours d'organiser des événements qui vont être des événements à organiser avec des professionnels pour que vous puissiez les rencontrer ou au moins avoir une vue concrète sur ce qu'est telle ou telle profession. Et ça, vous verrez que c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc à mon sens, voilà ce qu'il en est pendant l'été. Après, il y a un autre élément, et puis s'il n'y a plus de questions, donc je m'arrêterai là. Cet autre élément, c'est simplement la gestion du stress. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus stresser? Alors, je n'ai pas de remède magique, bien évidemment. Simplement, j'ai mes propres remèdes. Pour ma part, pour gérer le stress, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sain, il me semble, logique, d'avoir le trac. Chaque fois que j'ai cours, depuis longtemps, très longtemps, chaque fois que j'ai cours, avant d'entrer dans un amphi, j'ai le trac. J'ai le trac, qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il si je ne suis pas bon? Que se passe-t-il si j'oublie mon cours? J'essaie de faire des cours souvent sans support, parce que là, par exemple, ça me permet de m'adresser directement à vous et non pas lire un papier. Alors, pour gérer le stress à proprement parler, il y a différents exercices qui existent.
des exercices de gestion du stress qui sont assez intéressants. Moi, la pratique régulière d'un sport m'apporte beaucoup. Je pars stressé, je reviens, ça va mieux. Bon. Au-delà de la pratique d'un sport, il y a également simplement le fait d'habiller un lieu. Je suis moins stressé quand je découvre un endroit avant. Ça peut paraître stupide, mais souvent la veille des examens, lorsque j'étais étudiant, ou même là, à l'heure actuelle, quelques minutes avant un cours ou d'intervenir lors d'une conférence, je m'insère dans le public et je regarde le lieu et les personnes qui sont ainsi présentes. Et parfois même, je me raconte une petite histoire. Je me raconte une histoire sur telle ou telle personne, et je regarde dans le public, et le premier sourire est le sourire auquel je vais m'accrocher. Et après, par la suite, je vis cela comme véritablement une expérience, qui est une expérience à caractère pratique, en ce sens où je me dis, tiens, j'ai face à moi des gens, je vais simplement essayer de comprendre ces personnes, de comprendre, les aider. Alors, ça, c'est essentiellement pour la préparation de l'épreuve à proprement parler. Après, je me mets dans ma bulle. Boule pièce, par exemple, je prépare un certain nombre d'aliments en cas de fringale pendant l'examen. Une banane, je vais faire en sorte que je ne me dégueulasse pas trop les doigts avec une banane. Jamais de chocolat, parce qu'il va fondre. Et il va fondre sur quoi? Sur la copie. Je raconte cette anecdote systématiquement en cours. Qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez, le chocolat coule sur votre copie. Et voici un étudiant qui met du Blanco, du Tipex sur le chocolat, et qui m'appelle en me disant qu'est-ce que je fais. Il avait donc une feuille d'examen qui était écrite, le pauvre, avec du chocolat et du Blanco qui faisait stock par-dessus. Bon, il a fallu bien évidemment recommencer la copie, et ainsi de suite. C'est quelque chose de terrible. Il faut que vous prépariez avec un certain nombre d'aliments, une petite bouteille d'eau pour le jour même de l'examen. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a une spécificité entre les oraux et les écrits. Cette spécificité entre les oraux et les écrits, c'est justement que lors des écrits, c'est long, vous venez comme vous êtes. Il faut que vous soyez à l'aise. C'est pas la peine, c'est pas un défilé de mode, les écrits. Les oraux, par contre, il y a un certain nombre de conseils à prodiguer. Alors, j'ai réalisé une vidéo avec l'association Réseau Droit, vidéo qui est également sur ma chaîne YouTube. On a essayé de le faire de façon humoristique. Vous retrouvez également la vidéo sur ma page Chronique d'un maître de conférence, la page Facebook. C'est une petite vidéo où sur un ton humoristique, je donne un certain nombre de conseils à proprement parler. L'idée générale par rapport à un oral, c'est de désacraliser l'épreuve. La vidéo, elle fait une trentaine de minutes, donc ça va vous donner quand même un certain nombre d'éléments qui sont des éléments tangibles pour réussir, ou en tout cas pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible, en vous disant qu'il n'y a pas de raison, généralement statistiquement. Je vous le dis, hein, comme bien même les étudiants ne s'en rendent pas compte, pour ma part, les résultats lors d'un oral sont meilleurs que les résultats lors d'un écrit, pour les mêmes étudiants. Parce qu'à l'oral, ça va valoriser justement beaucoup la forme, et donc il faut bien structurer sa pensée, il faut bien expliquer la démarche dans laquelle on est, et on est dans le cadre d'un échange. Et dans le cadre d'un échange, on peut convaincre. Dans le cadre de la copie, vous avez un corrigé souvent stéréotypé, il n'y a aucun aspect subjectif. Voilà, par rapport à l'oral à proprement parler. Pareil pour la gestion du stress, écoutez, c'est pas le moment d'arrêter de fumer des cigarettes si vous fumez déjà, c'est pas le moment non plus de s'y mettre, mais concrètement, ne faites rien qui change vos habitudes avant. Il faut que vous ayez une habitude, et vous verrez qu'au fur et à mesure, tout au long de votre cursus, il arrive assez fréquemment de tomber sur les mêmes étudiants, la même façon de procéder, et il faut que concrètement, avec des exercices de respiration, vous parveniez à maîtriser le stress. Bon, voilà ce qu'il en est. Alors oui, Morgane, je suis complètement d'accord avec vous, et je connais votre expérience difficile de ce point de vue-là. Le grand oral, c'est quand même un autre morceau, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, et c'est la raison pour laquelle, sur le grand oral, j'ai fait justement une vidéo spécifique, un Facebook Live spécifique, toujours sur la page chronique d'un maître de conférence, et également sur ma chaîne YouTube, parce qu'à mon sens, il y a des petits trucs à avoir lors des épreuves orales de ce type-là, qui ici ne se retrouvent pas lors d'un oral qui est un oral technique. Réviser dans les couloirs, alors ça va dépendre de l'étudiant. Souvent, on désapprend dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le couloir, il y a l'enseignant, il y a les étudiants qui rentrent, qui sortent. Alors, on avait fait comme ça un jeu de mots avec justement lors de cette vidéo-là. Et vous êtes influencé parce que vous dire les étudiants qui passent avant. Alors combien de fois j'ai vu un étudiant pour lequel c'était pas si mal passé que ça, en 12, 13, il sort et j'entends, mais quel pot de vache celui-là? Je dis, mais c'est pas
possible. En fait, c'était un autre mot, hein, Copodbatch. Là, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et en fait, c'était pour déstabiliser ses petits camarades qui rentrent en ayant très peur au moment de l'examen. Alors, ils ont très peur au moment de l'examen et ils vont ici être complètement déstabilisés au moment de passer. Pareil, dans le couloir, ils sont en train de réviser quelque chose, quelqu'un passe derrière en disant non, non, mais ça c'est totalement faux. Donc, à mon sens, réviser dans le couloir, c'est dangereux, mais certains en ont besoin, ça permet de se remémorer un certain nombre d'éléments. Moi, ce que j'aimais, pour ma part, c'était j'arrivais et je voulais passer tout de suite. Tout de suite, le premier, pour me débarrasser. Hein, ce qui me permettait justement de ne pas être stressé par les autres. Sinon, il faut rentrer dans son monde et réussir à bien composer. Alors, autre idée de vidéo d'un point de vue pédagogique, tiens, qui revoilà, c'est ici de faire une vidéo sur simplement l'utilisation du code. Je constate trop souvent que les étudiants ne savent pas, mais quand je vous dis ne savent pas, ça ne va pas plaire à tout le monde, ne savent pas utiliser un code, même ceux qui passent l'ENM, même ceux qui passent le CRFPA. Ils ne savent pas utiliser un code, il faut que le code vous familiarisez avec, il faut apprendre le plan, il faut apprendre les mots-clés, il faut aussi, quand on choisit un code, on ne le choisit pas de la même façon. On ne choisit pas Dalloz ou Litech en fonction de la couleur. On ne se dit pas, tiens, je vais prendre le Litech parce qu'il y a une belle couverture et ainsi de suite. Non, c'est en fonction souvent du type d'exercice qui est proposé. Alors, ça supposerait une présentation qui est une présentation, longue de ce point de vue-là. Donc, soit ici, je vais essayer d'en discuter avec Morgane Thiervet, soit pour qu'il fasse une vidéo de ce point de vue-là, soit pour organiser à nouveau, si vous avez apprécié ce Facebook Live, un nouveau Facebook Live sur l'utilisation de ces différents éléments. Bon, alors je sais que vous avez un certain nombre de conseils qui vous sont prodigués là à l'heure actuelle. Pour ma part, j'espère que ça a pu vous être utile. N'hésitez pas à me contacter. Alors le plus simple, c'est toujours les réseaux sociaux, par le biais de la page Facebook. Hein, vous voyez ici que mon petit chat là dans le coin est en train vraiment de s'amuser. Comme ça, de me poser vos différentes questions sur les différentes épreuves et les partiels. Je vous souhaite à tous bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me recontacter. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas un point qui est un point absolument essentiel. On ne vous le dit jamais assez en droit. C'est que, ici, contrairement à ce que l'on pense, non, vous n'êtes pas nul. Si vous avez une mauvaise note, simplement votre copie qui n'est pas au niveau à un moment donné, il faut s'accrocher et y croire. Si vous tapez un 2 dans une matière, vous pouvez, par la compensation, remonter un 2. Vengez-vous. Il faut que vous ayez un esprit vengeur. Pareil pour ceux qui ont le rattrapage. J'ai eu le rattrapage. Je me suis vengé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée, de façon générale, c'est d'arriver le jour de l'examen en vous rappelant un point essentiel. Vous êtes des combattants. Et en tant que combattant, il faut que vous me rameniez les examens. Et mon rêve, alors c'est un rêve qui est ici un petit peu utopiste, c'est que l'un d'entre vous, sensible au conseil que je lui aurais prodigué aujourd'hui, estime à la fin de cette session qu'il a réussi un tout petit peu grâce à moi, mais beaucoup grâce à lui. Surtout, ne vous laissez pas aller au conseil pessimiste en vous disant « Non mais laisse tomber, tu n'as pas suffisamment révisé ». Je pense à la personne ici qui tout à l'heure me dit « J'ai 10 matières à réviser en 30 jours, est-ce que c'est jouable ?» Vas-y, bats-toi, essaye de tout fracasser, joue les gros coefficients au détriment des petits. Au pire, tu as la deuxième session, donc essaie de valider au moins 5-6 matières. Ça serait mieux 7-8, mais bon, 5-6 matières. Et puis les autres, à la deuxième session, tu les valideras. Voilà. Je vous souhaite de bons examens. Et pour ce faire ici, il faut que vous arriviez pugnace, en forme. Essayez de tout gratter. N'oubliez pas juste un point essentiel pour les écrits. Gardez les 5 dernières minutes pour vous relire et éliminer un certain nombre de fautes. Les correcteurs sont sensibles aux fautes d'orthographe et de syntaxe. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.